Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nora, je suis responsable communication et contenu d'Open Classrooms, l'école en ligne du numérique, et j'y suis depuis environ 4 ans. J'ai une question sur l'éducation. Que penses-tu du modèle actuel dit classique de l'éducation? Donc, bac+3, bac+5, dit classique. Alors, si on entend par classique le fait d'avoir fait un bac, un master, peut-être une école de commerce, une école d'ingénieur, je pense qu'il faut déjà se méfier un peu de classique parce qu'il y a aussi d'autres formations, des CAP, des choses plus professionnalisantes qui sont peut-être plus axées sur la pratique. Nous, chez Open Classrooms, on est vraiment une école qui fait en sorte de s'axer sur la pratique. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des enseignements qui sont des parcours de niveau reconnus par l'État diplômants, qui se font en 6 mois, 1 an en général, sauf si on fait en alternance et doublé, et qui sont vraiment basés sur des projets professionnalisants. Donc le but, c'est vraiment de partir de la théorie et d'aller plus vers la pratique, d'avoir des compétences qui sont réelles, qui vont être directement utilisables en entreprise. Et d'ailleurs, on propose même de faire des alternances pour pouvoir vraiment être dans ce côté pratique et non théorique. Je pense qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'école classique et Open Classrooms. On n'est pas là pour tailler dans les écoles qui sont peut-être plus traditionnelles. On fait d'ailleurs des partenariats avec pas mal d'écoles qui font de très belles choses. Mais par contre, il y a peut-être des choses innovantes à apprendre chez eux et des choses innovantes à apprendre chez nous. Et un format en ligne qui peut rendre l'éducation plus accessible. J'en viens à une question, voilà, en quoi, Open Classroom disrupte, ce modèle dit, de la fac, de l'école de commerce, d'ingénieur classique? Parce que voilà, Open Classroom est en ligne et donc en quoi elle disrupte, voilà, l'ancien modèle? Alors pour moi, le online n'explique pas tout et c'est pas là où on est le plus innovant parce qu'en fait on est online finalement depuis 20 ans et avant on s'appelait le site du zéro et puis il y a aussi d'autres écoles qui font des choses en ligne et qui sont d'ailleurs pas forcément très innovantes. Par contre, on a une manière de créer nos parcours de formation et une pédagogie qui, elle, est, je pense, sur certains aspects très innovante. Donc, pour créer un parcours de formation, on va exactement à rebours de ce que ferait une personne à la fac. Donc, en fait, à la fac, vous allez avoir un prof qui crée un cours et qui derrière peut-être va faire des TD ou des choses pour mettre en pratique, mais ça va pas être le cœur de son enseignement. Le cœur de son enseignement, ce sera la théorie. Nous, on va exactement à rebours de ça parce que notre but, c'est pas d'apporter des connaissances théoriques, c'est vraiment de rendre les gens employables et de faire en sorte qu'ils puissent trouver un travail qu'ils aiment, qui les rémunère bien dans leur région, etc., conformément à leur projet. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, la première étape, ça va être qu'on regarde quels jobs sont en demande. La deuxième étape, c'est qu'on crée le référentiel de compétences par rapport à ces jobs-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire et quelles sont les compétences en termes de savoir-être qu'il faut avoir pour avoir un job dans ce qu'on veut faire plus tard. Troisièmement, on va créer des projets qui sont faits pour vraiment apprendre par la pratique, faire des choses le plus pratique possible qui viennent vraiment du monde professionnel pour rouler sa bosse. Et la quatrième étape, c'est que on va du coup créer les cours qui sont associés à ces projets qui vont permettre d'avoir une base théorique pour les réaliser. Donc en fait, nous, on passe vraiment de l'autre côté. On décide que ce qu'on veut, c'est vraiment l'employabilité et le fait d'être pratico-pratique dans nos formations. Il y a finalement assez peu de théorie. Les cours, d'ailleurs, sur Open Classroom sont gratuits parce qu'en fait, c'est pas le cœur de notre pédagogie. Le cœur de notre pédagogie, c'est vraiment le fait d'avoir des projets qui sont tirés de scénarios professionnels et qui vont vous permettre de devenir forgeron, justement en forgeant, comme dirait le dicton. Donc ça, c'est très innovant, je pense. Il y a autre chose qui est innovant, c'est qu'on a vraiment du mentorat et un accompagnement qui est assez particulier sur 3 fronts. On a une communauté étudiante, mais bon, ça, c'est dans toutes les écoles presque qu'il y a ça. On a aussi un mentor qui est là chaque semaine en visioconférence pour aider l'étudiant et qui connaît l'étudiant, qui connaît les faiblesses de l'étudiant, qui sait là où la personne doit s'améliorer et va pouvoir la guider, mais aussi va lui apporter sa vision sur le monde du travail. Et ça, c'est quelque chose de précieux qui existe peu dans d'autres écoles. On peut avoir du mentorat avec les réseaux alumni, mais de façon aussi suivie, toutes les semaines, pendant tout un parcours, c'est très rare. Et pour le coup, c'est quelque chose qui
vraiment et structurant chez Open Classrooms. À la fac, vous allez avoir, et moi je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai fait des lettres et d'histoire de l'art jusqu'en master, vous allez avoir peut-être un prof justement qui vous connaît pas, qui va avoir des systèmes de notation qui sont finalement assez impersonnels, et puis en fait on n'aura pas forcément de retour qualitatif sur ce qu'on a fait pendant l'année ou d'insights intéressants sur ce qu'on va faire dans le monde du travail. Là, au contraire, vous allez avoir quelqu'un qui sera vraiment dispo pour vous et qui adaptera aussi finalement ce qui vous apporte en fonction de qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment précieux. Le troisième truc sur lequel je pense qu'on est assez innovant, c'est le rapport acquisition de compétences et temps. Chez Open Classrooms, vous pouvez vous former en plus de temps, si vous avez besoin de plus de temps. On va dire par exemple que le parcours data analyst c'est 6 mois, mais si vous avez besoin de 8 mois ou 9 mois ou 10 mois pour le réaliser, vous pouvez les prendre. Évidemment, vous payez au mois, donc vous payerez un peu plus. Mais l'inverse est aussi vrai. Si jamais vous avez besoin de 3 mois pour finir ce parcours, vous allez pas payer les mois restants et vous allez avoir fini. Par contre, donc le temps est variable, mais par contre en termes d'acquisition de connaissances, soft skills et hard skills, on va être sur la même chose pour tous les étudiants qui sont diplômés, parce que vous ne pouvez pas terminer le parcours data analyst si vous n'avez pas réussi tous les projets, et réussir tous les projets, ça veut dire que vous avez acquis toutes les compétences et que vous avez été certifié par votre mentor validateur pour avoir acquis toutes ces compétences et ces qualités comportementales, pour avoir toutes les compétences qui sont nécessaires pour être performant dans votre travail plus tard. Et donc on a une durée de temps variable, mais une acquisition de compétences qui est toujours la même pour tous nos diplômés. Là où à la fac, tu peux avoir quelqu'un qui fait la fac de droit et qui passe son master avec 10,01 de moyenne ou 18 de moyenne. Ça va pas du tout être les mêmes professionnels et ils vont pas du tout avoir les mêmes chances de faire le barreau derrière. Enfin, en tout cas, de le réussir. Donc ça, c'est assez innovant. Un dernier truc qui me paraît important, c'est que on propose du coaching gratuit pour trouver un job. Alors peut-être que je me suis pas assez bien renseignée et que ça existe un peu pareil ou sous d'autres formes dans nos écoles, mais en tout cas, moi j'ai pas connaissance d'un programme qui existe exactement comme ça. Et donc on permet pendant 2 mois à une personne d'être accompagnée chaque semaine et d'avoir justement un professionnel de la recherche d'emploi qui va l'aider à refaire son CV. Peut-être que la personne a déjà travaillé et qu'elle pense savoir faire un CV, mais le CV d'il y a 5 ans, c'est pas le CV d'aujourd'hui. Il y a peut-être des choses plus innovantes à faire. Peut-être qu'en termes de design, il y a des améliorations à apporter. Peut-être que pour roder son argumentaire, la personne a besoin de faire des entretiens blancs. Peut-être que la personne se reconvertit et qu'elle a un syndrome de l'imposteur et que donc elle a besoin un petit peu d'être reboostée, rassurée sur ses capacités à décrocher un job dans tel domaine. Donc ça, c'est assez précieux et c'est offert à tous les étudiants parce que, encore une fois, le but, c'est vraiment d'être employable derrière après sa formation. Donc pour résumer, je dirais, on est une école en ligne certes, mais on est surtout une école qui forme à un vrai métier et qui met l'accent sur la pratique et pas seulement sur les savoir-faire, mais aussi sur les savoir-être, ce qu'on appelle les fameux soft skills. Super pertinent d'aller dans ce sens-là, notamment de mettre le point sur la soft skills qui est très, très peu valorisée. On met vachement en avant la hard skills, sauf que maintenant les entreprises, elles recrutent des humains et pas simplement un CV. Et le fait aussi qu'il y a l'accompagnement vers l'emploi. Je pense que tu as déjà l'argumentaire, mais est-ce qu'il y a un frein à l'apprentissage en ligne? Bah oui, des freins à la formation en ligne, il y en a, hein, c'est sûr. Il faut être quand même statistiquement motivé parce que t'es quand même un peu tout seul devant ton ordi. Donc ça, c'est le frein qui revient en priorité quand les gens disent bah en fait c'est pas du tout fait pour moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. C'est qu'il faut être autonome et qu'il faut savoir se mettre un petit coup de pied au cul soi-même ou alors avec son mentor quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait quand t'as un MOOC qui est pas intégré dans une formation entière, que tu dois faire ça en parallèle de ton travail ou quoi que ce soit. Je suis d'accord que c'est pas forcément toujours évident. Mais c'est vrai que nous, on a mis en place plusieurs choses pour pallier ça. Que ce soit la communauté étudiante qui est là pendant toute la semaine avec des gens qui sont plus ou moins avancés que toi et qui peuvent t'aider, des mentors, des coachs qui sont là, qui répondent finalement à tes questions toute la semaine, ou alors du coup le mentorat avec ce mentor qui est là une fois par semaine 100% pour toi, pour t'écouter, pour te débloquer, pour répondre à toutes tes questions. Donc ça c'est quand même des choses qui sont intéressantes pour gérer ça. Et puis du coup, les autres choses qu'on a mises en place, c'est aussi la
l'accompagnement Student Success. Donc nous, on a une équipe en interne chez Open Classroom qui est justement faite pour accompagner les étudiants et répondre à leurs questions et être finalement en support de la vie étudiante. Donc il y a ça dans toutes les écoles, hein. Tu retrouves ça en école de commerce, en école d'ingénieur, à la fac, un peu partout. Mais finalement, le pilier de la formation sur cet aspect-là, c'est vraiment le mentor. Et après, derrière, le deuxième frein qui revient tout le temps, et ça, j'aimerais bien le déconstruire aujourd'hui parce que je trouve ça assez intéressant comme idée reçue sur la formation en ligne, c'est vraiment que la formation en ligne, ce serait un truc que n'importe quel glandu peut faire dans son garage, que c'est pas forcément qualitatif, qu'il n'y a pas forcément de recherche derrière, et que c'est de mauvaise qualité. Donc, il faut commencer par dire que des formations en ligne, il y en a beaucoup, beaucoup. En plus, avec le Covid, il y en a encore plus. Et donc, sur les toiles, tu peux trouver à boire et à manger. Évidemment, il y a effectivement des glandus qui ont fait des trucs dans leur garage. Mais il y a aussi des écoles qui sont sérieuses, qui ont des vraies équipes qui travaillent dessus, enfin, sur les formations avec des experts, qui ont un contrôle qualité, etc. Nous, chez Open Classrooms, pour te donner un petit peu une idée, on a des équipes qui sont assez larges, qui travaillent sur une même formation. Donc, tu vas avoir en fait, le pilier de l'organisation des formations, c'est vraiment l'ingénieur pédagogique. C'est la femme ou l'homme qui est un peu le chef de projet, qui est chargé de recruter les experts, identifier qui sont les meilleurs experts pour parler d'un sujet donné, les contacter, les convaincre de faire une formation avec nous, et derrière, voir avec cet expert, en fait, quel va être le contenu qui va être intéressant sur cette formation, faire le plan de la formation, rédiger avec l'expert et puis faire en sorte évidemment avec des correcteurs, des rédacteurs que ce soit bien rédigé, que ce soit intéressant. Et à côté de ça, tu as toute une équipe multimédia qui est en fait chargée de faire des contenus audio et vidéo qui soient pertinents, qui soient évidemment sous-titrés pour être accessibles à tous les publics, etc. Et tout ça, ça fait des formations qui sont censées être qualitatives, évidemment, mises à jour régulièrement et de qualité, et puis après aussi inclusives et ludiques. Donc je pense que, par exemple, je parlais avec une personne que je connais de l'EDEC online qui me disait, nous on a un enjeu sur l'EDEC online qui est que les gens pensent que l'EDEC online c'est des formations au rabais et de moins bonne qualité que l'EDEC Business School tout court. Et en fait, pas du tout, parce que justement, il y a tout un travail qui est fait avec des ingénieurs pédagogiques pour que le contenu soit hyper innovant, hyper qualitatif, checké et tout, qui fait que ça peut être une formation correctement réalisée avec une équipe d'experts sur du online, ça peut être 2, 3, 4, 5 fois plus qualitatif qu'une même formation qui aurait pu être réalisée par des experts à côté, ou alors une formation qui aurait été réalisée par des gens qui sont peut-être un peu moins experts et qui ont peut-être un peu moins vérifié aussi leurs sources et pensé comment construire leur contenu en amont. Donc je pense que ça, il faut vraiment le déconstruire. Je pense qu'il y a des écoles, pas en ligne, qui font des choses très bien, des écoles en ligne qui font des choses aussi très bien, et qu'il faut finalement arrêter de penser que... arrêter de s'accrocher au cliché que le online, c'est forcément des petits jeunes qui font des trucs pas trop qualitatifs dans leur coin sur leur ordinateur. Il y a aussi des choses qui sont vraiment très vérifiées. Nous, on a un département qualité qui vérifie vraiment le contenu des cours, et on a un département aussi qui fait toutes les mises à jour pour que, puisque le numérique évolue très vite, les formations restent à jour. Donc ça, c'est vraiment important de le dire et de bien appuyer dessus. Je pense que là, j'ai été probablement assez enthousiaste sur le sujet. Le parallèle aussi avec l'alternance, hein, qui avait une mauvaise image et qui maintenant, voilà, c'est l'Eldorado, à la fois pour les étudiants et pour les écoles, Et pour les employeurs aussi. qui fonctionne super bien. En tout cas, je te remercie d'avoir démontré qu'en fait, on peut disrupter à l'heure actuelle l'éducation, notamment avec un modèle 100% en ligne qui n'a pas forcément de désavantages, il y a de l'avantage et à utiliser ce format-là. Et comme quoi, il y a des gens qui font les choses bien comme Open Classroom. De toute façon, vous le démontrez par tout ce que vous donnez gratuitement, comme toutes les formations qu'il y a gratuites sur la plateforme. Est-ce que tu as un mot de la fin, une citation que tu voudrais partager? Alors oui, pour mon mot de la fin, j'aimerais bien citer une étudiante qui s'appelle Stéphanie,
qui est en train de faire son alternance en gestion de paye chez Million Roads à Avignon. Et en fait, Stéphanie, elle a eu un petit couac à cause du Covid. En fait, elle était patronne, elle avait son commerce. Et en fait, son commerce a un peu pris l'eau, si je puis dire, à cause du Covid. Et elle a été obligée de le fermer. Et donc, en fait, à 40 ans, Stéphanie, en pleine crise du Covid, se retrouve sans emploi, inscrite chez Pôle emploi. Et elle se demande qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je ne sais pas si je vais reprendre une formation. En même temps, elle avait deux ados. C'est difficile aussi de se dire qu'on se remet le pied à l'étrier avec une formation, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors 40 ans, évidemment, c'est pas vieux, hein, c'est à peu près, pour certains, le tiers de la vie professionnelle même. Mais mine de rien, quand même, dans nos sociétés où on est un petit peu habitué en fait à faire des formations au début de sa carrière, se redire bah voilà je vais me remettre dans l'alternance, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on a. Et en fait, Stéphanie, grâce à Pôle emploi, trouve Open Classrooms. Elle voit que les modalités de l'alternance, ça peut être vraiment cool, qu'on est coaché gratuitement. Et elle se dit, bon, bah ok, je tente l'aventure. Et donc, en fait, elle a bénéficié du coaching comme ce que tu fais finalement avec les étudiants. Elle a été coachée par une coach et par notre équipe. Et Coralie de mon équipe, un jour, l'appelle et lui dit, écoute Stéphanie, il y a un poste de gestionnaire de paye qui s'ouvre dans une entreprise que je connais à Avignon qui est vachement saine et qui te correspondrait hyper bien. Postule, je suis sûre que c'est pour toi. Et donc Stéphanie, elle y va un peu à pète de velours, tu vois. Elle dit bon bah ok, je postule, on verra bien si je suis retenue ou pas. Elle postule et puis 2 jours après, elle est embauchée. Et donc, ce que Stéphanie me disait, forte de cette jolie histoire pendant une interview récemment, c'est qu'en fait, on lui avait vraiment remis le pied à l'étrier, même à 40 ans, avec tous les doutes qu'elle avait, parce qu'elle se disait qu'elle allait pas y arriver, et que donc, on lui avait sorti la tête hors de l'eau, et que, en fait, à tout âge, il faut foncer, quoi. Et je trouve que c'est un message très optimiste. Il y a très certainement là-dehors plein d'autres Stéphanie qui attendent de se reconvertir ou de changer de métier ou de remettre le pied à l'étrier dans quelque chose qui leur plaît. Et en fait, quel que soit ce qu'on a fait avant ou ce qu'on a envie de faire après et son âge, il faut surtout pas lâcher. Ça donne beaucoup d'espoir et d'encouragement, je pense, aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je te dis à très vite. À vite, salut!